Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre série de podcasts sous le thème de l'IA au service de la santé de la femme, qui réunit 4 épisodes où on abordera des exemples de réussite de l'IA dans les soins, les défis pour démocratiser et résoudre la problématique de l'accès aux soins, et nous laisserons la place pour finir à l'expérience d'une vie humaine pendant et après le cancer. Aujourd'hui, nous présentons l'épisode Octobre Rose, constat et sensibilisation. Pour introduire ce premier épisode, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Noura. Bonjour Inès. Bonjour Noura. S'il y a bien un mot qui a retenu notre attention lorsqu'on évoquait Octobre Rose et qui est pour nous le fil conducteur de cet épisode, c'est l'inconscience. C'est vrai que de notre perspective, passé la barre des 30 ans, on commence à y réfléchir différemment. On a déjà vu passer plusieurs campagnes Octobre Rose, on a fait nos premiers dépistages, comme pour le cancer du sein ou même du côlon. Et puis on arrive à cet âge où le champ se rétrécit autour de nous. On a des proches, on a des amis qui ont survécu à un cancer, et d'autres malheureusement qui n'ont pas eu cette chance. C'est vrai qu'on reconnaît le ruban rose, les événements tels que les courses solidaires et les collectes de fonds, mais on a du mal à se sentir concerné. On dit souvent qu'en vieillissant, on devient plus prudent. Et il y a sûrement un peu de ça. Octobre Rose, c'est une occasion de libérer la parole. On se sent prête à en parler et on reconnaît avoir un rôle à jouer en tant que femme, mais surtout en tant que collaboratrice. Et si ce podcast voit le jour, c'est bien évidemment une prise de conscience qu'on souhaite rendre collective. Aujourd'hui, on ne vous apprend probablement rien de nouveau. Mais voici un rappel de quelques faits marquants provenant de l'Institut national du cancer. Le cancer du sein est le cancer le plus dévastateur. Il touche une femme sur 8 et tue de plus en plus de jeunes. D'autres types de cancers meurtriers sont souvent négligés en raison de biais et de stigmatisation dus à la focalisation sur les cancers spécifiquement féminins. 70%. 70%, c'est le taux objectivé par l'État pour dépister le cancer du sein chez les femmes après 50 ans. Le taux de dépistage actuel n'atteint même pas la barre des 50%. Et ce, malgré la gratuité de la mammographie et de nombreuses campagnes financées par l'État. Aujourd'hui, le défi est de sensibiliser les femmes à l'importance du dépistage précoce. La technologie dont on parlera vient révolutionner les solutions apportées, mais elle ne suffit pas. L'enjeu est autant humain que technologique, et la prise de conscience peut sauver des vies. Pour étayer mes propos et parler de la santé de la femme plus largement, nous avons le plaisir de recevoir Mario Chalouve, diplômé de l'école polytechnique et docteur en pharmacie. Mario, vous avez eu le prix du jury catégorie cancer lors d'un hackathon organisé par MIT. Vous êtes directeur général de Stetou, une agence de communication et d'événementiel santé, avec un portefeuille de plus de 40 clients et partenaires comme l'agence Innovation Santé. Je vais parler d'une de vos initiatives pour Octobre Rose, InnovHer, le plus grand week-end d'innovation européen dédié à la santé des femmes, qui se tiendra du 15 au 17 novembre prochain, et va réunir des médecins, des patients, des ingénieurs, des designers, pour faire avancer des projets innovants au service de la santé de la femme. Bonjour Mario. Bonjour. Pour commencer, en se basant uniquement sur votre casquette médicale, quel constat faites-vous du domaine de la santé de la femme aujourd'hui ? Déjà, merci beaucoup Magellan et Inès pour cette invitation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de retard, il y a aussi beaucoup de verticales. Dans la santé des femmes, on parle d'un sujet qui est quand même très large entre l'endométriose, la fertilité, la santé cardiaque, l'oncologie, etc. Globalement, on a du retard sur ces sujets de santé des femmes. Il y a déjà parce qu'il y a eu un sous-financement de la recherche médicale sur les maladies liées à la santé des femmes. Il y a aussi eu des stéréotypes de genre qui font que les symptômes des femmes sont moins pris au sérieux. Par exemple sur les maladies cardiaques, où en fait on meurt 10 fois plus d'une maladie cardiaque que du cancer en France chez une femme, parce qu'on a du mal à détecter ces symptômes-là. On a aussi peu de femmes dans les essais cliniques, en partie parce que ça peut avoir des répercussions sur le fœtus, dans le cas d'une grossesse par exemple qui n'est pas connue, mais il y a eu aussi du retard sur l'inclusion des femmes dans les essais cliniques depuis très longtemps. On a d'autres sujets aussi et d'autres causes, le fait aussi que les femmes s'oublient beaucoup et privilégient les soins par exemple de leurs enfants ou de leurs conjoints avant le leur, ce qui fait qu'on a du retard de prise en charge au niveau de leur santé. En santé mentale, typiquement on a 40% des femmes qui s'estiment en mauvaise santé à ce niveau. On a du retard sur l'endométriose, où on a 7 ans d'errance diagnostique avant d'avoir un diagnostic justement sur nos potentielles douleurs pelviennes liées à l'endométriose. Et donc ça fait qu'on a pas mal de problématiques à adresser sur la santé des femmes, dont on va pouvoir parler juste après.
Alors avant de regarder comment on adresse les problématiques causées par tous ces retards, et pour souligner tout de même du progrès, pouvez-vous nous dire quelles sont les avancées technologiques notoires dans les soins dédiés à la femme ? Il y a pas mal d'avancées qui ont été faites ces dernières années, grâce à l'essor d'un écosystème Femtech, donc de start-up dédiées à la santé des femmes, qui se développe beaucoup grâce aux patientes qui sont atteintes de ces pathologies-là. On peut parler notamment de ZWIG, qui est un test salivaire sur l'endométriose, qui permet du coup de détecter plus tôt l'endométriose chez les patientes. On a fait des progrès énormes aussi en radiologie pour améliorer le dépistage, notamment très précoce, des cancers chez les femmes. Et on a aussi de nouvelles structures qui se sont montées, notamment cette année, l'Institut des cancers des femmes, qui est porté par l'Institut Curie, qui structure de nombreux projets innovants. Globalement, il y a d'innombrables avancées technologiques que je ne pourrais pas citer avec exhaustivité, mais en tout cas, ça avance bien. Et je pense que la tech et l'essor de la tech en France a permis de faire avancer pas mal de sujets sur la santé des femmes. Dans le but de comprendre mieux l'écosystème de santé, est-ce que vous pouvez aussi expliquer qui contribue aux avancées dans le domaine ? Globalement, n'importe qui pourrait être un acteur de la santé des femmes. C'est ce qu'on essaie de promouvoir avec Innover. Pour donner un exemple, j'ai rencontré une avocate qui n'a rien à voir avec la santé, qui est atteinte d'endométriose et qui a décidé de porter un projet sur Innover parce qu'elle s'est rendue compte que le parcours était compliqué, qu'il y avait plein de sujets à adresser et elle a l'expertise de la maladie. Et donc en fait, elle peut se positionner potentiellement sur un projet qu'elle a créé elle-même et qui peut-être dans 6 mois, 1 an sera sur le marché ou en test parce qu'elle a décidé de s'impliquer en tant que patiente. Et de base, elle est avocate, elle n'a pas forcément grand-chose à voir avec la santé. Donc ça, c'est assez intéressant et je pense que n'importe qui peut se saisir de ces sujets-là. Après, globalement, sur l'écosystème, il y a énormément d'acteurs qui travaillent sur la santé des femmes. C'est quand même un gros sujet. Côté clinique, des partenaires comme l'INSERM qui ont des programmes de recherche sur la santé des femmes, la santé des couples, donc tout ce qui va être lié à la fertilité. On a aussi les laboratoires pharmaceutiques qui ont des essais cliniques en cours sur des molécules, notamment un potentiel traitement sur la ménopause. On a différents acteurs qui travaillent côté industriel pharmaceutique. Et puis on va aussi avoir les startups, donc de la Femtech, qui sont fédérées en France par Femtech France et qui sont pour la plupart des femmes qui portent ces projets-là, qui ont des sujets comme la rééducation du périnée avec des dispositifs médicaux. On va avoir des sujets liés à la fertilité. On va avoir des sujets liés au parcours de soins, comment on peut améliorer le parcours de soins de ces personnes-là, améliorer leur santé mentale aussi, par exemple pendant la grossesse, ou éviter la dépression postpartum. Donc il y a un peu de tout cet écosystème-là d'acteurs qui travaillent sur ces sujets-là. On va aussi avoir les assos de patientes sur le fibrome, sur le SOPK, qui n'a pas de traitement jusqu'à maintenant, sur l'endométriose, qui vont pouvoir aussi potentiellement proposer des solutions et être un peu un guide auprès des patientes sur leur parcours et sur les potentielles thérapies qui arrivent sur le marché. Vous qui êtes présent dans les échanges avec les acteurs précurseurs dans le domaine tech et santé, quelles sont à votre avis les préoccupations prioritaires actuelles et quels sont les défis auxquels on est en train de répondre ? J'aimerais dire que tout est une priorité parce qu'il y a énormément de verticales, énormément de sujets liés à la santé des femmes. Là, comme ça, je pense à la ménopause, par exemple, qui est un sujet qui a été trop peu abordé, notamment en entreprise. De manière générale, les entreprises aussi doivent évoluer et saisir des sujets liés à la santé des femmes, parce que je pense que c'est aussi en entreprise qu'on va pouvoir faire de la prévention et de la sensibilisation pour que les femmes s'oublient moins, pensent à leur santé, pensent à se faire dépister. Et c'est quand même un milieu où on peut faire beaucoup de choses. Il y a aussi la fertilité, qui a été un sujet d'actualité récemment, on l'a vu, et où il y a énormément de préoccupations et d'avancées encore à venir. Et la santé mentale, évidemment, qui est aussi une des priorités nationales qui a été faite récemment et où on a énormément de choses à faire. J'en oublie forcément, mais en tout cas, il y a énormément de sujets à venir et de sujets d'enjeux sur la santé des femmes. Quel message, pour terminer, souhaitez-vous divulguer pour Octobre Rose, Mario ? Je pense que j'en ai un petit peu parlé, c'est vraiment se sentir acteur de l'innovation et pouvoir, sur des hackathons comme Innover, venir en tant que participante, aider à innover sur des sujets en santé des femmes. Et on accueille vraiment tout type de profil sur ce type d'événement. Tout le monde a une expertise à donner et ça peut être un bon moyen, comme cette avocate dont je parlais juste avant, de venir tacler des sujets pertinents et impactants pour améliorer la santé des femmes et potentiellement trouver des solutions pour les patientes, mais surtout et aussi pour les soignants qui ont besoin d'aide pour mieux faire leur travail. Merci beaucoup Mario pour votre présence aujourd'hui. Merci pour vos observations et ces informations clés que vous nous avez partagées. Nous vous souhaitons bon vent et beaucoup de succès
Nous avons hâte de découvrir les innovations qui changeront la vie des femmes. Merci Inès pour cette invitation. Quant à vous, chers auditeurs, chères auditrices, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Dans le prochain épisode intitulé « L'IA au service de la prévention du cancer du sein », nous échangerons avec le DG de Therapixel. Et nous vous livrerons également les gestes de prévention essentiels à adopter. À bientôt!